8h34 et ce matin, Eva Soto, vous recevez Nicole Bacharan, politologue, spécialiste de la société américaine. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio J, donc politologue spécialiste de la société américaine et également votre dernier livre, La plus résistante de toutes, à propos de votre mère qui s'est engagée pendant la guerre dans la résistance alors qu'elle n'avait que 18 ans. Avant de revenir avec vous sur l'antisémitisme libéré par les massacres du Hamas en Israël et la tribune que vous avez signée dans Ouest France sur les campus américains, tout d'abord une réaction peut-être à la mort confirmée ce matin du président iranien Raïssi. On a vu cette nuit des feux d'artifice à Téhéran. L'Iran, Nicole, joue aussi un rôle majeur dans la région, notamment en tant que soutien du Hamas et du Hezbollah. Quelles conséquences donc la mort du président iranien pourrait-elle avoir ? Eh bien, écoutez, je dirais deux choses. La première, vous avez totalement raison. L'Iran joue un rôle franchement extrêmement destructeur dans toute la région et au-delà, soutien du Hamas, soutien du Hezbollah, en marche vers la bombe nucléaire, également soutien de la Russie, puisque ce sont des drones iraniens qui tombent en Ukraine. Et la mort du président, il semble que ça ne changera rien à cette politique ultra dure. Ce n'était pas lui qui la mettait en place, même s'il en était un soutien extrêmement ferme, tant de la répression à l'intérieur que de la brutalité à l'extérieur. Alors est-ce que ça peut malgré tout ébranler le pouvoir iranien dans une période quand même où la contestation intérieure est très très forte? Ça, c'est des choses que nous verrons. Mais en tout cas, si le pouvoir actuel reste en place, le vice-président va devenir président et la ligne politique n'est pas appelée à changer de l'intérieur. Il devrait y avoir normalement tout de même des élections dans 50 jours. Évidemment, l'Iran, ce n'est pas une démocratie, mais peut-être on pourra en tirer des enseignements de ces élections qui auront lieu dans 50 jours, peut-être avec une faible mobilisation dans les urnes. Le seul moyen qu'ont les Iraniens de protester contre les candidats qui leur sont proposés, puisqu'il n'y a que des candidats approuvés par le régime qui peuvent se présenter pour les élections. Donc le seul moyen de protestation, effectivement, c'est l'abstention. Et le degré d'abstention est au fond une indication sur le degré de rejet de ce régime par la population. Pour en revenir donc, Nicole, avec vous sur l'antisémitisme qui a été libéré par les massacres du 7 octobre en Israël, les États-Unis sont très touchés, semblent plus touchés que la France. Vous avez publié une tribune dans Ouest France, vous écrivez « Il faut le regarder en face, le dire, l'écrire ». C'est un antisémitisme radical, potentiellement assassin, exterminatoire, que l'on voit ces jours-ci s'enflammer sur les campus américains. Nicole Bacharan, il y a aussi des mobilisations en France, mais elles sont bien moindres. Comment vous expliquez que ce mouvement d'antisémitisme consécutif au 7 octobre prenne autant aux États-Unis ? Alors c'est vrai que c'est l'antisémitisme sur les campus. Moi, je l'ai vu monter petit à petit. J'ai travaillé longtemps à Stanford, qui est vraiment une université magnifique en Californie, d'étudiants très privilégiés ou de boursiers extrêmement doués. Et déjà, on voyait s'exprimer un militantisme anti-Israël qui débordait sur l'antisémitisme de base, puisque on voyait des étudiants juifs, américains pour la plupart ou non, qui pouvaient être pris à partie, dont l'opinion pouvait être rejetée sans discussion parce que sionistes et colonisateurs. Donc il y avait un fond qui était là en train de s'animer petit à petit, mais je crois que personne ne s'attendait à ce débordement que l'on a vu après le 7 octobre et qui a attendu peu de temps finalement après les massacres et avant que la riposte israélienne se déploie sur Gaza. Qu'est-ce qui fait
que aux États-Unis, ça peut s'exprimer de façon aussi forte, aussi violente. Vous l'écrivez d'ailleurs dans votre tribune. Il y a des étudiants juifs dont on ne peut pas assurer la sécurité, qui ne peuvent pas aller en cours. Comment ça se fait que dans la société israélienne, américaine, ça prenne de façon aussi importante ? Écoutez, ça ne déborde pas beaucoup des campus, mais c'est déjà beaucoup trop. Et c'est vrai qu'à Columbia, au moment où j'écrivais cette tribune, les autorités de l'université avaient dit aux étudiants juifs « vous avez le droit de suivre les cours en ligne », ce qui était proprement scandaleux, les mettre à l'écart pour qu'ils ne soient pas en danger, plutôt que d'imposer leur présence et de l'imposer en déployant la sécurité nécessaire. Il y avait eu d'ailleurs un article à ce propos de l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dans le Wall Street Journal. C'est intéressant d'ailleurs de voir que ce n'était pas paru dans le New York Times. Donc pour dire, c'est absolument scandaleux. Et la seule chose à faire, c'est si vous ne pouvez pas assurer leur sécurité, eh bien vous appelez la police. Mais si vous voulez, il y a deux choses. Il y a les protestations contre la situation à Gaza. Le sentiment, au fond, compréhensible qu'il y a là un peuple qui souffre terriblement, qui est oublié, dont le destin est tragique de toute façon, par n'importe quel bout que l'on prenne l'histoire. Et puis il y a une espèce de télescopage avec des mouvements politiques américains. Alors le wokisme, qui, on le sait, sépare les sociétés entre oppresseurs et opprimés, étant opprimées toutes les minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, sexuelles, et oppresseurs étant essentiellement les hommes blancs. Et au sommet des oppresseurs sont passés cette minorité malheureuse, les juifs, qui de manière absurde sont classés parmi les oppresseurs et les plus violents des oppresseurs contre des peuples minoritaires. Et le deuxième élément, il y a aussi une projection de l'histoire raciale américaine, et notamment tout récemment Black Lives Matter, qui prône la justice pour les Noirs américains après, ça remonte à quelques années, mais enfin l'assassinat violent, public, épouvantable de George Floyd, et l'idée qu'au fond, c'est la même chose en Palestine, que vous avez là un peuple colonisé, écrasé, et qu'il faudrait défendre. Et puis enfin, je vais citer deux facteurs, mais j'en cite un troisième, c'est quand même l'activité d'associations pro-palestiniennes au sein des universités depuis longtemps. Ça n'est pas arrivé hier, ça n'est pas arrivé le 7 octobre. Et rajoutons en cela le financement important de nombre d'universités par le Qatar. Donc il y a toute une mouvance qui pousse, si vous voulez, un certain nombre d'étudiants vers ces protestations qui peuvent être acceptables politiquement ou qui peuvent être, comme je l'ai écrit, de l'antisémitisme pur, dur et meurtrier. Nicole Bacharan, ce qu'on voit se déployer, ce qu'on dénonce souvent à travers le wokisme, en fait, la plupart du temps, on parle d'antisémitisme, en tout cas sur Radio J, on évoque souvent ce problème. Finalement, vous écrivez dans votre tribune, on dénie aux Juifs leur statut de minorité plutôt que de wokisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler carrément d'antisémitisme dans ce cas-là, puisqu'ils sont vus comme les dominateurs ? Ah mais il n'y a aucun doute que c'est de l'antisémitisme, absolument aucun doute. Quand on parle du wokisme, c'est une des composantes qui nourrit cet antisémitisme. Le wokisme dans son ensemble n'est pas antisémite en soi, puisqu'il y a beaucoup d'autres minorités qui font l'objet, si vous voulez, d'une volonté de protection ou de dénonciation des injustices subies. Mais l'analyse woke est un des éléments qui nourrit l'antisémitisme en ayant classé les Juifs de manière complètement absurde parmi les peuples colonisateurs. Ils pensent que Gaza est colonisé, donc on sait bien qu'il n'y a plus un Juif à Gaza depuis 2005.
Et le président Biden, le jour du souvenir, a prononcé un discours extrêmement fort sur ce sujet, en disant ce qu'on a vu le 7 octobre, ça n'a rien à voir finalement avec la situation aux États-Unis ou au Moyen-Orient. C'est le vieil antisémitisme qui veut éliminer les Juifs de la face de la terre. Il a été extrêmement clair sur ce point. Donc, moi, j'évoquais tous les éléments contemporains, si vous voulez, qui peuvent nourrir l'antisémitisme sur les campus américains, mais il ranime, il ramène à la surface un vieil antisémitisme millénaire qui était présent aux États-Unis, présent en Europe, on le sait, au Moyen-Orient ô combien, et qui n'a jamais disparu. C'était comme un substrat qui n'attendait qu'un moment pour remonter à la surface et flamber. Nicole Bacharan, Donald Trump se contente de faire porter le blâme sur la faiblesse du président Biden. Écrivez-vous, Donald Trump, c'est l'homme qui s'est présenté comme un défenseur d'Israël, mais c'est aussi, dans la société américaine, l'homme des clivages profonds. Est-ce que son rôle politique joue un rôle sur ce qui se passe actuellement, ou c'est plus à mettre, comme il le dit, sur la faiblesse de Joe Biden? Alors, dire que Joe Biden est faible et que tous les mots viennent de la faiblesse de Joe Biden, c'est l'argument de campagne constant de Donald Trump, quel que soit le sujet que l'on évoque, que ce soit à l'intérieur des États-Unis ou dans le monde extérieur. Donc c'est un petit peu pauvre comme argument. Et finalement, je crois que dans le cas de l'antisémitisme sur les campus, ce n'est pas la faiblesse de Joe Biden qui est en cause, mais tous les facteurs que nous évoquions ensemble. Mais d'une façon générale, la position de Donald Trump est assez ambiguë. Quand il était au pouvoir, c'était un soutien très ferme d'Israël, mais pas simplement d'Israël, très, très précisément de Benjamin Netanyahou et du Likoud, vraiment de la droite dure israélienne. Voilà ceux qui sont pour lui ses vrais interlocuteurs. Alors, il y a eu des tensions avec Benjamin Netanyahou après l'élection de 2020 aux États-Unis, puisque Netanyahou, réaliste, a félicité Joe Biden de sa victoire, et ça, Donald Trump l'a extrêmement mal perçu. Mais on voit bien qu'à l'heure actuelle, Netanyahou joue l'arrivée de Donald Trump. Son affrontement verbal quasi quotidien avec Joe Biden, sa manière de se poser en dernier rempart pour Israël qui n'aurait pas besoin des États-Unis, est une manière de dire bon, vous, Biden, vous ne comptez pas, et finalement, avec Donald Trump, ça se passera beaucoup mieux. Il ne faut pas oublier que dans les soutiens de Donald Trump, vous avez évidemment des juifs américains très conservateurs, vous avez les évangéliques blancs qui ont une vision millénariste du destin d'Israël et qui poussent vraiment à des positions extrêmes, mais vous avez aussi une authentique extrême droite qui s'est exprimée pendant son mandat. Je pense aux émeutes notamment de Charlottesville en 2017 où vous aviez des gens au crâne plus ou moins rasé et qui brandissaient des torches enflammées en clamant « les Juifs ne nous remplaceront pas ». Donc Donald Trump, dont tous les calculs sont électoraux, au fond, on a remarqué qu'à part de dire Joe Biden est faible et ce chaos sur les campus est inacceptable, il faut envoyer une force policière très très dure, il s'exprime pratiquement pas. Il dit le moins possible en se contentant d'engranger des soutiens et surtout les soutiens d'une Amérique qui s'affole de voir justement ces images sur les campus de violence, d'antisémitisme et de jeunes gens qui ont une excellente éducation mais visiblement ne comprennent rien au conflit qui se déroule au Moyen-Orient. Nicole Bacharan, vous avez évoqué brièvement tout à l'heure le financement des universités américaines. Vous avez parlé du Qatar. Quel rôle ça peut jouer? Est-ce qu'il y a d'autres pays du type du Qatar qui financent des universités américaines? Est-ce que ça a un impact sur les étudiants et sur ces mouvements qu'on a constatés? Ben, écoutez, là d'où vient l'argent, vient toujours une influence. C'est absolument
indéniable et ça concerne toutes les situations que l'on peut observer de quelque nature qu'elles soient. Et c'est vrai que le Qatar, qui est un pays discret en général dans son influence, on ne voyait pas trop la présence de ce financement avant le 7 octobre. Et depuis, on découvre qu'effectivement, il y a des bourses, il y a du sponsoring, il y a beaucoup d'argent qui vient du Qatar. Avec quelles conséquences concrètes pour les étudiants sur le campus, pour leur vie? Est-ce qu'il y a des programmes spéciaux? Je ne sais pas. Écoutez, ça, franchement, ça varie beaucoup d'une université à l'autre. Le Qatar a une préférence pour les grandes universités d'élite. Et c'est vrai que dans le détail, ça varie beaucoup. Mais néanmoins, vous avez aussi pas mal d'étudiants étrangers qui étudient dans ces grandes universités, qui sont prisés par les autorités de l'université elles-mêmes, parce que ce sont des étudiants fortunés ou alors qui ont des bourses de leur pays et qui payent plein pot, comme on dit familièrement, des études extrêmement chères. Donc leur présence est là et leur vision du monde, leur culture arrive en même temps, et certains sont de véritables activistes et évidemment ont une influence sur la vision que leurs camarades d'études peuvent avoir. Sur le conflit. Merci beaucoup Nicole Bacharan, politologue, spécialiste de la société américaine. Je rappelle votre dernier livre, La plus résistante de toutes, à propos de votre mère qui s'est engagée pendant la guerre dans la résistance alors qu'elle n'avait que 18 ans. Merci beaucoup. Merci.